Bonjour, bienvenue dans cette huitième séance qui concerne la matière des problèmes économiques et sociaux. Dans cette séance, on va voir donc le dernier titre qui concerne les exemples du modèle récent de croissance. On va voir les pays émergents. Dans ce titre, on va bien entendu voir l'histoire de façon brève de ces pays-là émergents, c'est-à-dire l'histoire en termes de leur évolution, en termes c'est-à-dire des politiques économiques qui ont été appliquées par ces pays pour arriver c'est-à-dire à ce niveau de développement. Mais avant cela, on avait vu c'est-à-dire dans la séance précédente, on avait vu, c'est-à-dire on avait parlé sur le consensus de Washington et le débat qu'a suscité ce consensus. Et c'est-à-dire on avait mis en évidence que c'est-à-dire les pays, surtout les pays qui ont pu faire face à la crise de 2008 et les pays qui ont réussi à avoir des économies performantes en termes de croissance, ils n'ont pas, c'est-à-dire appliqué à la lettre les mesures du consensus de Washington. Et dans ce cadre, donc avant d'aborder ces pays-là, les pays qui ont réussi, qui ont pu avoir des performances en termes de croissance, on va voir l'histoire de ces pays-là en termes c'est-à-dire de mesures et de politiques économiques adoptées par ces pays-là. Donc, les pays en développement ont connu dans les années 90 une vague de réformes et de plans de restructuration dans la ligne du consensus de Washington. Ceci, bien entendu, on a déjà montré que pendant les années 80, les pays, les pays en développement, ils étaient soumis au problème de l'endettement, ce qui a amené ces pays à appliquer des mesures dictées par les institutions internationales de développement. À travers donc ce qu'on appelle le programme célèbre, le programme d'ajustement structurel, et par la suite, dans les années 90, il y avait aussi les mesures qui relèvent du consensus de Washington. Donc tous les pays émergents ont connu le passage entre un modèle de développement économique conduit par l'État et tourné vers l'intérieur et un autre modèle mettant l'accent sur le marché. Donc, mettons l'accent sur le marché. Donc, quand on dit le marché, on dit aussi la prédominance de la propriété privée et aussi une grande ouverture au commerce extérieur avec aussi l'investissement étranger. Donc, ces pays-là, les pays-là émergents, ils avaient parcouru des étapes. La première étape était conduite par l'État, c'est-à-dire par la prédominance des politiques de l'État. Et la deuxième étape qui a permis à ces pays-là de s'émerger, c'est-à-dire d'avoir plus d'impact au niveau du commerce mondial, c'est lorsqu'ils ont adopté c'est-à-dire des politiques de marché basées sur le rôle de marché et sur l'ouverture. Toutefois, l'émergence de certains pays en développement s'est faite avec la prédominance du rôle de l'État, qui est resté l'acteur essentiel dans ces économies, contrairement aux directives du consensus de Washington. C'est-à-dire que les pays qui ont réussi en termes de croissance et en termes, c'est-à-dire dans leur développement économique, c'est des pays où le rôle de l'État était principal. Donc l'État a joué plusieurs rôles successifs en fonction des phases de développement. Donc on va voir les rôles que l'État a joués dans ces économies-là pour c'est-à-dire arriver à la réussite en termes de croissance. Donc l'État il a successivement c'est-à-dire pris si on peut dire trois rôles qui se sont succédés en fonction de l'évolution de ces économies. Il y a d'abord l'État, il était planificateur et dirigiste dans la première phase, dans la première étape de développement. Ensuite, l'État, il était développeur et protecteur. Et enfin, l'État, il est devenu libéral et régulateur. Donc, ces trois rôles-là ont été donc appliqués, suivis
par l'État, c'est-à-dire par les politiques de l'État, et des fois, ces trois rôles, ils étaient en même temps assurés par l'action de l'État. Donc les pays émergents ont successivement connu plusieurs modèles de politique économique qui correspondent à plusieurs phases de l'histoire du développement de ces pays-là. C'est-à-dire que les pays-là, ils n'avaient pas une politique économique qui est figée, mais ils avaient des politiques économiques qui évoluaient au cours de l'histoire de développement de ces pays-là. Et bien entendu, ces politiques-là, c'est-à-dire ils prenaient des formes en fonction du contexte national et international. Donc, et dans ces politiques-là, il y a le rôle de l'État qui était prédominant. Donc, on va voir ici donc les trois, c'est-à-dire les phases successives marquantes, c'est-à-dire qui étaient très significatives de ces politiques économiques. Donc, il y a la première phase, c'est où la politique de l'État, elle était illustrée par ce qu'on appelle le modèle de l'industrialisation par substitution aux importations. La deuxième phase, c'est le modèle de l'industrialisation par promotion des exportations. Et la troisième phase, c'est le modèle néolibéral du consensus de Washington avec l'impact de la crise financière de la fin des années 90. Mais à partir de la crise financière de 2008, on a assisté à la montée en puissance des pays émergents qui ont pu réussir leur politique économique de croissance. Donc on va voir en premier lieu le rôle de l'État planificateur et des registres. Le rôle de l'État planificateur des registres, il s'est illustré surtout par la politique d'industrialisation par substitution aux importations. C'était la politique phare qui dominait à l'époque, c'est-à-dire dans la première phase de développement de ces pays-là. Donc, dans les années 50, il y a les pays, surtout les pays latino-américains et les pays de l'Est asiatique, notamment la Chine, l'Inde, mais aussi la Corée du Sud et le Taïwan, ont mis en œuvre des politiques industrielles par substitution aux importations. Ça veut dire quoi ces politiques industrielles par substitution aux importations? Dans l'époque, c'est-à-dire à l'époque des années 50, c'est-à-dire au lendemain de l'indépendance de ces pays-là, les pays-là, ce qu'on appelle les pays sous-développés, ils étaient dans une situation de dominance, c'est-à-dire leurs économies elles étaient dépendantes des pays développés et leurs ressources se basaient surtout sur l'exportation des matières premières. Donc ces pays-là, c'est-à-dire pour un peu améliorer leur économie, pour développer leur économie, pour avoir une certaine indépendance économique, ils ont adopté des politiques basées sur c'est-à-dire une industrialisation par substitution aux importations, c'est-à-dire pour pouvoir réduire leur dépendance vis-à-vis des économies occidentales. Donc, cette stratégie a été décidée à la suite de la détérioration des prix des produits de base. Donc, à l'époque, surtout, c'est-à-dire les années 30, 40 et 50, il y avait ce qu'on appelle une détérioration des termes de l'échange entre les pays, c'est-à-dire les pays pauvres et les pays riches, c'est-à-dire entre les pays sous-développés et les pays développés, c'est-à-dire les prix des produits de base, de matières premières, elle était très, très bas. Donc, ce qui pénalisait les économies de ces pays-là. Donc, ils ont opté ils ont opté pour une politique de transformation de ces matières-là à travers ce qu'on appelle l'industrialisation, substitution aux importations. Cet argument a été soutenu surtout par l'économiste Prebisch, c'est un économiste argentin qui a développé la théorie de dépendance économique sur la base de ce qu'on appelle la dégradation des termes de l'échange et qui recommandait fortement de recourir à l'industrialisation afin de transformer localement les produits auparavant exportés, ce qui va permettre donc d'augmenter la valeur ajoutée et de réduire la dépendance vis-à-vis des économies occidentaux. Elle s'accompagne d'une politique protectionniste, donc la politique de substitution aux importations s'accompagne d'une politique protectionniste avec la mise en place de systèmes de quotas et de droits de douane
qui doivent donc filtrer les importations de telle sorte à protéger c'est-à-dire l'industrie naissante. Et bien entendu en fonction des besoins prioritaires de l'industrialisation. Donc les pays dont l'économie reposait essentiellement sur l'exportation de ces produits agricoles, de ces matières premières, ont alors décidé de mettre en place une industrie autonome. Donc c'est une industrie naissante qui va permettre d'assurer la transformation de la matière première et qui va permettre aussi d'avoir une certaine indépendance économique. Pour se libérer, premièrement, des fluctuations des marchés des produits agricoles et des marchés des matières premières. Donc cette stratégie va entrer en crise au début des années 80. C'est-à-dire cette stratégie qui a été appliquée depuis les années 40-50 dans les pays américano-latinos et aussi dans les pays asiatiques qui sont c'est-à-dire en sous-développement. Cette stratégie, à partir des années 80, les pays en développement vont connaître des taux de croissance qui faibles et aussi la part de l'industrie, c'est-à-dire de la production industrielle du PIB, cette part reste encore très faible dans le PIB. Donc, en 1980, il y a, c'est-à-dire la crise de la dette qui va encore grever, c'est-à-dire la politique de l'État. Ce qui va remettre en question ce modèle de développement. Il sera d'autant plus discrédité que certains pays d'Asie, donc parce que à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, certains pays de l'Asie, surtout le Japon, la Corée du Sud, ils ont opté pour un autre modèle, c'est le modèle de promotion des exportations. C'est-à-dire, et ces pays-là, ils ont enregistré une croissance forte, surtout une progression rapide de la part des exportations dans la formation du PIB. Ainsi, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70 et 80, on parlait du miracle asiatique, illustré surtout par le Japon et la Corée. Et ces pays-là, ils étaient célèbres par leur politique qui se basait sur la promotion de l'exportation. C'est-à-dire leur politique industrielle qui est basée sur la promotion de l'exportation. Mais pour les pays latino-américains, qui ont connu une forte baisse de la croissance, c'est en fait cette période, c'est-à-dire les années 80, ce modèle, il a commencé c'est-à-dire à dévoiler ses défaillances. Et on a assisté donc au début de la crise avec une détérioration de la balance des paiements et une pression sur les réserves et sur les taux de change. La conséquence fut l'affaiblissement du contrôle sur la politique macroéconomique. Donc ces pays latino-américains, ils ont, c'est-à-dire avec l'accumulation des déficits, ils ne pouvaient plus, c'est-à-dire avoir une stabilité macroéconomique. Il y a des déséquilibres macroéconomiques qui commençaient à apparaître, notamment l'inflation, l'endettement, le déficit de la balance des paiements, et aussi donc ce qui va donc générer aussi des déficits budgétaires et aussi des déficits sur les comptes courants. Ces déséquilibres macroéconomiques ont produit l'accélération de l'inflation, l'augmentation du chômage et la détérioration des salaires. Donc, cette combinaison des chocs extérieurs, des efforts d'ajustement de la balance des paiements et de l'incertitude générale a donc contribué à un ralentissement marqué de l'activité économique dans ces pays latino-américains. Donc, la politique économique est alors devenue le point central donc des divisions politiques et sociales au sein de ces pays. Donc, cette politique économique qui a été adoptée par ces pays-là va être objet de critiques et de rejet, puisqu'elle n'a pas généré un certain bien-être économique. Au contraire, il a provoqué, il a produit ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau macroéconomique qui va avoir des répercussions
sur le plan social. Et donc, cette politique économique, c'est-à-dire la politique d'industrialisation par substitution aux importations, va être donc abandonnée. Le choix de politique économique des années 70, donc l'industrialisation de substitution par importation, dans certains pays comme le Brésil, sont devenus progressivement insoutenables. C'est-à-dire que les pays ne pouvaient plus suivre, appliquer cette politique parce qu'il n'a généré en fin de compte que des déséquilibres à l'échelle macroéconomique.